L'autodétermination, ça nous donne une vue d'ensemble sur les grands facteurs d'influence de l'apprenant, mais aussi sur qu'est-ce qu'il est capable de contrôler et c'est quoi le contexte dans lequel il peut se retrouver qui va favoriser ses choix le menant à la réussite. Donc, c'est vraiment un courant qui est très fertile en recherche. Puis, il y a l'autre courant qui est attente-valeur, où là, on va vraiment documenter tous les multiples facteurs qui viennent influencer les choix des élèves et leur motivation. Puis, ce n'est pas des courants qui sont contradictoires. Moi, je les vois vraiment comme complémentaires parce qu'il y en a un qui va avoir vraiment une interprétation sur les liens directs, indirects, modérateurs, médiateurs auprès de la motivation, alors qu'il y en a un autre qui est plus globalisant puis qui va comprendre les interactions puis les relations entre différents contextes qui peut nous permettre de prédire les choix des élèves. Donc, moi, je le vois vraiment très complémentaire. Les deux petites définitions que je vous propose, celle de Petrie Coffer, qui sont des auteurs retenus par l'Encyclopédie Britannica. En fait, la motivation, c'est l'ensemble des forces qui vont agir soit sur l'apprenant ou à l'intérieur de l'apprenant, qui vont l'inciter à initier un comportement. Puis ça, c'est édulcoré. On s'entend que quand on est une personne qui s'intéresse à la motivation, on aime ça gratter plus. Puis, tu sais, on veut aller voir toutes les ramifications. Au Québec, on connaît bien Viau, mais Viau s'appuie sur des travaux de d'autres penseurs, d'autres prédécesseurs. Puis, ce que j'aime de sa définition, c'est l'aspect dynamique. Parce qu'en motivation, tous les modèles qu'on a, ce sont des modèles qui sont fixes dans le temps. Alors qu'on sait très bien, pour ceux qui s'intéressent à Bronfenbrenner, qui n'est pas du tout dans le domaine de la motivation, mais qui est dans le domaine du système scolaire, le chronosystème, le temps, le changement, les interactions intergénérationnelles, tout ça, c'est très dynamique. Donc, il y a beaucoup de mouvements dans la motivation. Une journée, vous pouvez vous sentir très motivé, puis une autre, pas du tout. Dans une matière, vous pouvez ressentir de l'attrait puis de l'intérêt, alors que dans une autre, pas du tout. Donc, il y a plein d'éléments qui viennent dynamiser notre rapport à la motivation. C'est sûr que dans la motivation, il y a plusieurs facteurs socio-motivationnels. Donc, les gens qui nous entourent ont une place ultra importante dans notre compréhension de la motivation. Puis, ça fait... oui, c'est vrai, je ne vous ai pas parlé de qui je suis. Ça fait, excusez-moi, je vous ai abandonné quelques instants. Ça fait plus de 20 ans que je travaille en motivation. Mes débuts ont été avec Roch Chouinard à l'Université de Montréal. J'ai travaillé pour lui pendant 8 années comme coordonnatrice de recherche. Puis, on s'intéressait beaucoup à la motivation, à la gestion de la classe, mais moi particulièrement sur toutes les relations qui viennent influencer la motivation. Donc, et plus spécifiquement, les relations avec les adultes significatifs dans la vie des apprenants. Donc, à la fois les parents, mais aussi, surtout, les enseignants, les pédagogues et les professeurs. Et dès le départ, je me suis rendu compte, en étudiant la motivation, que la motivation, c'est peut-être abstrait, mais elle est toujours présente. Tu sais, des fois, comme enseignant, on se dit hey, « je suis un élève, il n'est pas motivé. » Zéro motivé. On voit des caractéristiques. L'élève va se coucher sur son bureau ou l'étudiant va jouer sur son téléphone, il ne va pas nous écouter ou si on lui pose des questions, il n'a aucune idée de ce quoi on parlait. On a une impression qu'il n'est pas motivé. En fait, le seul moment dans la vie d'un individu lors duquel il n'est pas motivé, c'est lorsqu'il est mort. Dites-vous bien que quand vous rencontrez quelqu'un, même s'il n'est pas intéressé par ce que vous lui enseignez, c'est pas qu'il n'est pas motivé, c'est qu'il est motivé par autre chose. Il y a autre chose qui le préoccupe. Est-ce qu'il a dormi? Est-ce qu'il a fait de l'insomnie cette semaine? Est-ce qu'il a bien mangé? Est-ce qu'il a trop mangé? Comme moi, là, maintenant, là, je comprends pas. Les brownies étaient bons à Gatineau. Je ne sais pas à Saint-Jérôme si vous en aviez, mais c'était bon. Mais bon, alors, la vie, c'est un combat avec nous-mêmes pour parfois rester alerte, rester
intéressés. Des fois, c'est plus facile que d'autres. Lorsqu'on a des affinités avec la matière, lorsqu'on a des affinités avec l'enseignant, il y a plein de contextes qui font que ça va être favorable pour nous ou défavorable. Alors moi, c'est tout ça qui me fascine et qui m'intéresse. Puis, comme on l'a vu ce matin, Anastasie a mis la table pour moi. Il nous a parlé de tout l'aspect affectif en lien avec la réussite, puis en lien avec le développement de la relation pédagogique. Mais moi, je vais vous parler un petit peu de ce qu'on peut faire, nous, dans notre interaction, dans la relation pédagogique, pour essayer de motiver nos étudiants, nos apprenants. Alors, premier défi que je vous demande, c'est d'aller dans votre application. Puis là, je ne sais pas, est-ce que vous pouvez répondre à la première question ou il faut que je l'active? La première, elle est activée. La première, elle est activée? Oui. Parfait. Ça devrait être celle-là. Ah, c'est bon. Donc, on a ici un groupe qui a quand même une perception, on y répond, quand même assez bonne de sa perception à se sentir capable de motiver nos apprenants, nos personnes apprenantes, nos étudiants. Ça fluctue, mais ça fluctue quand même dans le confiant. Puis ça, dans les recherches, moi, je vous le dis, je préfère toujours ne pas avoir de mesures mitoyennes parce que ça force la personne à prendre position. Est-ce qu'elle est plus dans le oui ou plus dans le non? Parce que pour les indécis, souvent ceux qui réfléchissent beaucoup, comme moi, on va rester dans le milieu, on ne se mouille pas. Alors que comme ça, ben là, on s'est tous mouillés ou presque vers davantage la confiance. Donc, c'est bien. Je vais tenter aujourd'hui de vous rendre encore plus confiant, de vous donner des outils, puis de pouvoir vous permettre de poursuivre cette réflexion-là. Et donc, je vais revenir. OK. Grosse mise en garde. Drapeau rouge. Attention, attention. Moi, je suis issue de la recherche quantitative, solide. Toutes mes études de maîtrise, de doctorat ont été faites sur plus de 1000 individus. Donc, j'ai fait des inférences. C'est-à-dire que je me suis basée sur mes résultats de recherche pour dire dans la population en général, ce que j'avance, c'est un scénario qui est plausible, qui devrait être reproductible si je reprenais un autre échantillon de la même quantité dans le même contexte. Mais lorsqu'on fait des analyses quantitatives, il faut comprendre ce que ça veut dire. Ça veut dire que même s'il y a 75% de nos apprenants qui réagissent bien à une mesure, à une activité ou à une interaction qu'on a avec eux, il reste pas moins que potentiellement, il y en a 25% pour qui ça ne fonctionne pas. Il y en a 25% pour qui soit ça n'aura pas d'effet, ou même ça pourrait avoir des effets négatifs. Mais comme on travaille sur des moyennes, ils vont se perdre dans la masse. Et le chercheur pourrait les négliger dans son interprétation. Puis ça, lorsqu'on est éducateur, lorsqu'on est professeur, on ne peut pas se permettre ça. De là, l'importance d'aller compléter nos interprétations avec des analyses plus fines, des analyses plus qualitatives. Là, je vais vous donner un exemple hyper concret, puis vous allez tous me dire « Ah, ouais, je comprends ». Dans une école, on met en place une mesure. Une mesure qui est vraiment issue de la recherche quantitative. Ça pourrait être une de mes recherches, une recherche d'un collègue. Et là, on dit, ça fonctionne, les résultats sont béton. On implante ça, mais on apprend 1 an plus tard qu'un des étudiants qui a bénéficié de cette mesure-là s'est suicidé. Et dans sa lettre de suicide, il a indiqué qu'il n'était plus capable d'endurer l'école et la façon dont on y enseignait. Est-ce que moi, comme chercheur quantitative, je me dis, j'ai fait un bon travail parce que j'ai dit aux enseignants de cette école-là, implantez-moi ça, ça fonctionne, on a des résultats béton. Non. Moi, je dis quoi à la famille
de cet enfant-là, de cet ado-là, de cet adulte-là, il faut être nuancé. Il faut savoir que ce qu'on avance, ce sont des moyens basés sur des grands nombres, mais à l'intérieur de ces grands nombres-là, il y a des individus qui passent inaperçus. Puis les individus qui passent inaperçus, ça prend des gens pour s'assurer qu'ils soient respectés dans notre système d'éducation. Alors moi, je suis full quantitative. Je suis un produit d'une lignée de chercheurs qui va s'intéresser aux inférences, mais je suis très, très, très conscientisée et très sensible qu'on ne doit jamais abandonner les individus d'une recherche. Puis on doit s'assurer qu'ils soient représentés d'une façon ou d'une autre. Puis le minimum que je peux faire aujourd'hui devant vous, c'est d'apporter des nuances, de vous dire il y a toujours des bémols. Puis lorsque je fais des affirmations, puis que je vous dis ça, généralement, ça va fonctionner, bien, c'est sûr que ça ne fonctionnera pas pour tout le monde. Dites-vous-le. Généralement, je n'ai jamais vu une recherche où il n'y a pas au moins 5% des candidats qui ne réagissent pas ou qui réagissent mal. Donc, tenez-vous-le pour dit, on est en nuance, OK? Puis je le sais, moi j'aime ça faire des présentations qui vont graver l'imaginaire, qui vont rester avec vous. Vous allez arriver à la maison, vous allez en parler avec votre famille. J'aime ça parce que je me dis, c'est un petit peu ma façon de rester avec vous et de vous faire réfléchir. Mais c'est toujours dans un esprit de nuance. OK. Puis plus on étudie un sujet, ça c'est M. Chouinard qui disait ça quand j'étais moi aussi dans la vingtaine au début, quand j'ai commencé avec lui, puis qui disait, tu sais, plus on étudie un sujet de recherche, plus qu'on a de questions, puis moins on a l'impression de maîtriser le savoir. Là, au début, tu sais, je le regardais puis je faisais comme, hey, tu sais, lui, il fait ça, la journée longue, il est dans une conférence puis un autre, puis il vient me dire qu'il en sait moins qu'il pensait. Bien, aujourd'hui, je peux vous confirmer que je suis d'accord à 100% parce que plus on étudie, plus de nouvelles questions émergent puis qu'on veut continuer d'y réfléchir puis d'en apprendre davantage. OK. Dans les prémices de l'approche socio-cognitive des choix scolaires, on a des facteurs qui sont à la fois individuels et sociaux, ce qu'on appelle les facteurs endogènes qui appartiennent à l'élève, à l'étudiant, à l'apprenant, ou exogènes qui vont être dans son contexte. Moi, je m'intéresse aux deux. Aujourd'hui, on va surtout regarder le contexte plus social. Puis là, ça, je vous ai mis ça vraiment pour vous parler de Bandura, qui est incontournable lorsqu'on s'intéresse aux apprentissages puis aux interactions, lorsqu'on est dans le socio-cognitif. OK. Je vous ai mis aussi un tableau qui résume un petit peu les choix scolaires. Dans ce tableau-là, on n'a pas les perceptions d'utilité, puis on n'a pas non plus les perceptions de contrôle des apprenants, mais elles sont quand même sous-entendues ou présentes avec ces deux-là ici. Parce qu'on sait très bien que lorsqu'un apprenant perçoit l'utilité de ce qu'on lui enseigne, généralement, il est plus intéressé. Donc, ce sont deux variables qui sont très connexes. On est vraiment au niveau de la valeur de l'activité. Et auto-efficacité, ça fait référence à un concept que vous connaissez peut-être mieux sous le nom de perception de compétence. En anglais, il y a une distinction entre les deux. En français, pas qu'on coupe les coins ronds, mais on a fait plus un concept synthèse, perception de compétence. Et est-ce que l'élève se croit capable de réussir la tâche? Est-ce qu'il croit qu'il a les compétences pour réussir? Donc, cet aspect-là, il va être aussi intimement relié à est-ce que l'élève croit qu'il a un certain contrôle sur sa réussite ou est-ce qu'il croit que c'est joué d'avance? Donc, on a ces deux aspects-là. OK. Donc, là, on entre dans le vif du sujet. Si vous allez sur votre application et que vous m'ordonnancez, selon vous, du pire au moins pire, donc le plus épouvantable pour vous, en premier lieu, et le moins épouvantable en dernier lieu. Là, je vais aller vous l'activer. Ça ne doit pas être actif, hein? Un petit peu ici.
Tu l'as fermé. Je l'ai fermé. Ouais, tu le ralentis. C'est bon. C'est bon, vous le voyez? Ça va vous prendre quelques instants, là, pour l'ordonnancer. OK, on a 15 réponses. On va aller voir nos réponses les plus fréquentes. Donc, on voit que la réponse sur l'odeur corporelle, elle est assez populaire. Mais on voit qu'il y a différentes perceptions. C'est sûr que si vous êtes une personne qui avait eu une ultra mauvaise expérience dans un travail d'équipe avec une personne, vous arrivez dans votre prochain cours, puis là, le prof vous impose de travailler avec la même personne, il est fort à parier que vous, ça va être la pire des options. Vous, vous dites, ben moi, je me lave, je me mets du déodorant, c'est pas ça qui est le pire pour moi. Mais si je vais à travailler avec quelqu'un, donc vous voyez, le véhicule, l'expérience qu'on a, notre contexte à nous, va dicter un peu qu'est-ce qu'on trouve pire, alors que pour une autre personne, ça pourrait être, il n'y a rien là. Moi, j'ai grandi toute ma vie, on donnait les résultats devant la classe. Je suis pas mort. Il y en a plein qui nous disent. Puis il y en a qui disent, moi, je le fais encore, ça. J'ai jamais eu de plainte. Mais on la recherche, on sait que ça a des effets négatifs sur l'estime de soi, de se faire comparer aux autres, surtout sur la place publique. Donc, vous voyez, tout dépend de votre contexte, de vos perceptions, de vos valeurs, de qui vous êtes, par qui vous êtes entouré. Alors ça, cet exercice-là, c'était pour vous dire, il n'y en a pas une bonne réponse. Il n'y en a pas un aspect qui devrait se retrouver avant un autre. Parce que chaque apprenant a un vécu qui est unique. Puis ses référents socioculturels sont différents de son voisin. Alors, le contexte en dit beaucoup. Alors ça nous renseigne comme enseignant, comme prof, de dire, ah ben ce que je fais, ça va avoir une incidence différente sur l'ensemble des 30 apprenants que j'ai dans ma classe. Alors, je dois être à l'affût, je dois poser des questions, je dois observer ce qui se passe et m'assurer que l'ensemble de mon groupe est au diapason avec moi. Puis ça, c'est pas facile. OK, bon, mais ça fonctionne. On change, on revient. La relation d'influence ou les relations d'influence, c'est sûr qu'on le sait que les perceptions, les attentes, les attitudes de toutes les personnes enseignantes vont avoir une incidence sur les perceptions, les comportements puis les choix des personnes apprenantes. Vous connaissez l'effet Pygmalion-Golem. Pygmalion, c'est nos appréhensions positives auprès des élèves, des apprenants, vont avoir une incidence positive sur leur choix, leur confiance et leur réussite, alors que Golem, c'est l'inverse. Si on croit qu'un étudiant a peu de chances de réussir, ben, il est fort à parier qu'il n'y aura pas une bonne note dans votre cours. Donc, c'est un phénomène qui est documenté scientifiquement. Parfois, les résultats sont indirects. Donc, ce n'est pas nécessairement une croyance d'un enseignant qui va prédire directement la réussite de l'apprenant, mais les liens indirects sont très documentés dans la littérature. On sait aussi que notre passion est contagieuse, mais nos appréhensions et nos craintes le sont aussi. Puis là, c'est sûr que je ne suis pas en train de vous dire de prêcher que chacun de vos étudiants va avoir un A+ dans tous vos cours. C'est pas ça que je suis en train de vous dire. Ce serait pas réaliste, ça serait pas souhaitable parce que ce qu'on veut, c'est qu'il y ait des apprentissages puis vraiment un investissement de la part des étudiants, alors que s'ils ne s'investissent pas puis qu'ils obtiennent une note de A+, c'est pas l'objectif. La note, c'est un aspect qui représente l'investissement puis la maîtrise des compétences. Mais au-delà de croire au potentiel puis à la merveille humaine,
parce que moi, je crois qu'on est tous des êtres magiques, remplis de super pouvoirs. J'y crois fondamentalement, puis je pense qu'on a tous un potentiel et il suffit de trouver cette passion-là puis cette voie-là. Mais il faut être conscient que nous, on a des incidences puis on a des limites. On est humain, on n'est pas parfait, puis on peut se reprendre. Dans nos relations avec les autres, il y a des indicateurs motivationnels. On a les perceptions de compétences, donc je vous en ai parlé, qu'est-ce qu'on croit être capable de faire? Est-ce qu'on contrôle l'issue de nos apprentissages, notre réussite? Donc, c'est la perception de contrôle. La perception de l'utilité, c'est est-ce que ce qu'on est en train de me montrer, ça va me servir à quelque chose? Est-ce que ça va être utile pour moi? Est-ce que c'est significatif pour moi? Puis l'intérêt envers la tâche, c'est est-ce que ça me fait triper, ça? Est-ce que ça m'attire? Est-ce que quand je travaille là-dedans, je vois pas les heures passer? Donc, tout cet intérêt-là, cet attrait-là. Donc, d'après vous, sur lequel de ces indicateurs motivationnels-là, vous avez le plus d'incidence? Voilà l'autre. Bon, on en a 16 répondants. C'est hyper intéressant, ces réponses-là. Puis, je suis contente parce que je pense que vous allez sortir d'ici avec une perception modifiée de ce que vous aviez en arrivant. Parce que je vous dirais, moi, là, dans ma conception, dans mon style de pédagogue, un des éléments sur lesquels je travaille le plus, c'est la perception de contrôle. Parce que je donne des choix aux apprenants. Je leur offre de remettre un travail sous différentes formes. Je leur offre possibilité de choisir parmi différents sujets. Et là, ça leur donne du pouvoir, ça leur donne du contrôle parce qu'ils disent, moi, là, je connais déjà tel sujet ou je suis compétent là-dedans ou moi, là, je peux vous monter un PowerPoint puis vous rendre ça hyper intéressant, beaucoup plus qu'un travail écrit. Donc, si vous donnez du contrôle à votre apprenant, ça va agir sur sa perception de contrôlabilité du résultat et il va avoir l'impression de pouvoir réussir davantage. Puis, je vais vous donner certaines indications par rapport à ça. Ce qui est moins surprenant, c'est la perception de l'utilité de la tâche. Est-ce que quelqu'un pourrait me donner un exemple dans son enseignement qui permet de faire augmenter la perception de l'utilité de la tâche? Qu'est-ce que vous faites qui agit sur la perception d'utilité? Ça peut être ici dans la salle ou en virtuel, je suis toute oui. Je vais prendre un exemple. La perception de l'utilité de la tâche. Comment vous faites pour que l'apprenant ait l'impression que ce que vous enseignez, c'est utile? Est-ce que ça peut être, par exemple, de dire, ben, ce qu'on a vu aujourd'hui, c'est très important parce qu'il y a 2 questions dans l'examen là-dessus, ou dire tel texte que je vous donne à lire, prenez le temps de bien le lire, faites des fiches de lecture, étudiez ça parce que vous allez être interrogé dans le mini-test, ou encore, je pose 2 questions dans l'examen sur ce texte-là. Moi, c'est comme ça que j'interprète là, la perception d'utilité. À quoi ça va me servir si j'accepte de faire ce que la professeure va demander? Oui, c'est une façon de le formuler, mais c'est pas la façon qui va donner le meilleur résultat sur la motivation de l'apprenant parce que ça devient une motivation qui est extrinsèque. Parce que lui, cet apprenant-là, il va se dire, OK, je vais avoir une bonne note, mais ça ne va pas augmenter mon intérêt pour la matière ou ça ne va pas nécessairement créer des connexions neuronales qui font en sorte que la prochaine fois que je vais voir ce concept-là, je vais le réinvestir ou le réutiliser. Mais oui, ça a quand même un potentiel pour augmenter la perception de l'utilité quand ils vont dire, oui, ça, je le sais que c'est utile que je l'apprenne parce que, mais c'est extrinsèque. C'est ça. Il y a quelqu'un qui a levé la main, Saint-Jérôme. Adeline Audrerie. Oui, merci. Je pensais à l'utilité dans leur pratique
futurs professionnels, ils sont assez sensibles à ça quand on leur dit ben, on apprend tel concept ou telle méthode parce que vous aurez à l'appliquer concrètement. Puis c'est vraiment important pour le professionnel ou la professionnelle que vous allez devenir d'avoir bien compris ce concept ou cette méthode. Effectivement, tous les concepts qui sont professionnalisants, à partir du moment où l'étudiant est capable de comprendre dans quel contexte il va utiliser cette compétence-là ou cette notion-là, en droit, c'est assez facile de le faire dans plusieurs concepts, peut-être moins pour d'autres, là, quand on est dans la philosophie du droit. Mais, bonjour, bienvenue. Mais effectivement, lorsque la connaissance ou le concept est rattaché à une compétence qui va être utilisée dans le contexte professionnel, c'est un des éléments qui nous permet le plus de voir une perception de l'utilité importante qui va transformer la motivation en motivation plus intrinsèque. Parce que là, ça devient, ça forme un sens pour l'apprenant. Parce qu'il dit, OK, j'étudie ça, je vais m'en servir dans tel contexte, puis potentiellement dans tel autre contexte. Puis là, ils vont être en emploi dans leur carrière, puis ils vont penser à vous parce que vous leur avez expliqué que dans le droit commercial, ce concept-là, il est inévitable, ça va revenir, puis on voit tout le processus cognitif qui se fait par rapport à ça. Ah, OK. Sylvie Plante, pour moi, c'est essayer de faire des liens avec leur environnement en leur partageant des expériences réelles reliées au matériel. Il y a un autre commentaire de Marie-Ève Blackburn. Faire des problèmes mathématiques en sciences infirmières avec chronomètre durant leur stage ou leur pratique professionnelle. Elles ont à faire des dilutions de médicaments et parfois en situation d'urgence vitale. Oui. Bien, ça, c'est des bons exemples aussi de liens concrets entre ce qu'on apprend et ce qu'on va devoir faire. Mais des fois, le lien, comme en littérature, il est moins évident. Alors là, on a tout le discours sur, ben c'est important pour développer tes connexions neuronales, pour t'apprendre à résoudre des problèmes lorsqu'on est en situation d'urgence ou pour apprendre à bien t'exprimer dans un contexte professionnel où ce que tu écris, c'est ta première impression que tu donnes. Donc, il y a tous les liens directs, mais aussi les liens indirects qu'on peut faire. On va y aller, vu que le temps file, tout de suite dans quelques erreurs ou pièges à éviter. Donc, puis là, ça peut en surprendre quelques-uns. Moi, je recommande toujours dans la relation pédagogique d'éviter l'émotion dans les rétroactions, surtout lorsque c'est individuel et qu'on veut faire un commentaire qui est constructif. Puis là, vous allez me dire, mais de quoi qu'elle parle, elle? On voit bien là, que c'est une bébite d'émotion là, devant nous, ça ne marche pas, là, tu sais. Mais lorsque je fais une rétroaction verbale ou écrite, mais à l'écrit, c'est plus facile parce qu'on se relit puis on fait « Oh, là, je suis trop intense, là, on va se calmer le pompon. » Mais au verbal, sur le vif, des fois, on en échappe. Je vais vous donner un exemple qui peut vous arriver en classe où là, vous proposez quelque chose, puis une personne apprenante vous dit « Ben là, moi, je ne me suis pas inscrite dans le programme pour apprendre ça, c'est pas pertinent. » Exemple vécu, je propose la lecture. La lecture, moi, je suis en éducation, en adaptation scolaire, puis j'ai des étudiantes du secondaire qui s'en vont faire un stage, puis là, je leur dis, vous pouvez lire des histoires à vos élèves. J'en ai une qui me dit, ben là, voyons donc, je ne me suis pas inscrite en enseignement au secondaire pour lire des livres, là. Bon, mais avec un ton agressif. J'aurais pu lui dire, ben là, franchement, si moi je te dis que c'est bon, c'est parce que c'est bon. Là, tu sais, c'est comme l'émotion, là, tu sais, qui passe. Mais ce que j'ai répondu, c'est, écoute, en adaptation scolaire, tu as des élèves qui sont non-verbaux au secondaire. Puis, ils vont bénéficier que tu leur fasses la lecture. Et il faut que tu t'attendes à ce qu'en stage, c'est possible que ta classe soit non-verbale. Et je veux aussi que tu saches que j'ai pris du temps pour préparer ça. Puis avec mon expérience, ben moi, je crois que c'est pertinent. Puis je l'ai invité à venir me rencontrer dans mon bureau après pour lui expliquer que c'était irrespectueux. Donc, voyez, elle a compris davantage mon message que l'émotion. Parce que des fois,
on est des personnes humaines, on interagit souvent sous le couvert de l'émotion, de la passion. Et des fois, on s'exprime sous le couvert de la passion et de l'émotion. Mais ce qui passe, c'est pas le message qu'on veut donner, c'est l'émotion. Ce que la personne va se rappeler lorsque vous êtes trop émotif dans vos rétroactions, c'est « Elle était super fâchée. » Qu'est-ce qu'elle t'a dit? Je me rappelle plus trop, là, mais my God, elle a pété sa coche. Ben, c'est pas ça qu'on veut. Puis l'inverse, quand c'est positif aussi, parce que moi, j'ai une petite tendance à m'émerveiller. Puis, des fois, on se dit, ben, c'est pas grave, t'es positif, j'ai dit qu'elle était extraordinaire, puis... Mais là non plus, le message qui va être revenu, c'est, j'ai l'impression quand même vraiment, ce prof-là, là, tu sais, la chimie passe. Mais le message que je voulais lui dire, c'était par rapport à sa production, son investissement, sa rétroaction. Donc, il faut le plus possible s'accrocher aux faits. Quelque chose qui est observable, qui est reproductible, que la personne va pouvoir partir puis dire, OK, j'ai fait telle chose ou j'ai produit telle chose, puis dans cette production-là, tels éléments sont vraiment à retenir, alors que d'autres, ça passe moins. Donc, vous comprenez un petit peu plus. Je ne suis pas en train de vous dire d'édulcorer votre passion parce qu'on s'entend que l'enseignement, c'est une prestation. C'est une forme de spectacle, si on veut. Moi, je suis en train d'essayer de vous vendre quelque chose, un message. Donc, la passion, c'est essentiel en enseignement parce qu'on accroche notre auditoire, puis on vient graver l'imaginaire comme ça. Mais lorsque vous faites des rétroactions, surtout individuelles, allez-y sur les faits et non pas sur votre émotion ressentie. Je vais donner un exemple, par exemple, agir sur les faits. Il a fait une très bonne dissertation, un bon sujet de développement dans mon autre cours. Oui, bien là, comme j'en ai donné un exemple très concret sur l'interaction qu'on a eue, mais lorsque il faut que ce soit identifiable, puis que la personne, puis est validée si votre rétroaction positive, pour qu'elle ait son impact, faites reformuler à votre étudiante ou votre étudiante. Qu'est-ce que tu as compris de ce que je te dis? Wow. Est-ce que c'est positif? Ouais, D'après toi, est-ce que mon commentaire était positif? Puis des fois, vous allez avoir une surprise, on va dire, ben non, j'ai l'impression que c'était pas correct parce que c'est vous, la figure d'autorité, qui venez lui parler de quelque chose. Puis là, la personne a fait comme, oh my God, le prof vient me dire quelque chose, j'ai dû mal faire. Moi, des fois, je reçois un texto, un patron qui veut me voir, je me dis, oh my God, qu'est-ce que j'ai fait? Là, j'ai tout oublié, une facture, si ça. On a nos appréhensions. Fait que, tu sais, valider auprès de l'autre. Puis ça, c'est bon dans toutes nos relations interpersonnelles parce que c'est fragile, hein? Les relations interpersonnelles. Valider. Quel message t'as entendu? Est-ce que c'était positif pour toi? Parce que pour moi, c'était très positif. Puis, c'est quoi l'élément qui ressort de ça? Puis là, on va vous dire, tu sais, ma rédaction, mon français, c'est pas bon. Non, ton français est intéressant, mais la juxtaposition n'était pas maîtrisée, par exemple. Donc, tu vois, c'est comme en revalidant, ça peut aider. OK. Bien sûr, on prend le soutien à l'autonomie et non un soutien ou un contrôle coercitif. Puis ça, c'était plus un sujet postdoctoral que j'ai fait. Je me suis intéressée. Les filles qui s'en vont dans les carrières en sciences, elles dénotent un soutien plus fort. Mais est-ce un soutien à l'autonomie ou un soutien coercitif comme tu vas aller là-dedans, tu vas réussir? Donc, comprendre ce soutien-là, parce qu'à long terme, c'est le soutien à l'autonomie qui va faire en sorte que l'intérêt va perdurer, puis la persévérance va être plus grande. Ensuite, le non-verbal, c'est aussi important que le verbal. Donc, restez authentique, parce qu'il n'y a rien de pire qu'un prof qui dit à sa classe, « Je crois en vous, vous êtes tous capables de réussir mon cours. » Puis là, il s'en va dans le corridor, croise un collègue, puis il dit, « Hey, j'en ai 2 dans ma classe, là, et là, ils vont avoir de la misère à passer ce cours-là. » Puis ils vous entendent. C'est fini. C'est fini. Puis, c'est un fait vécu qu'un étudiant a entendu son nom. Tel étudiant, c'est clair qu'il ne passe pas mon cours. Alors, restez authentique. Faites des affirmations auxquelles vous croyez. Mouillez-vous pour des choses qui vous tiennent à cœur. Mais essayez pas de convaincre une personne de quelque chose que vous ne croyez pas. Parce que ça
ça va se retourner contre vous, cette façon-là. Bon, l'humour, je suis d'accord avec vous, c'est comme la poésie, c'est très culturel, même très générationnel et socio-linguistiquement contextualisé. Alors, moi, j'aime l'humour, je crois être drôle, mais quand j'arrive chez nous, mon conjoint n'est pas de la même culture que moi, il me trouve pas drôle. Puis on a une assez bonne relation pour qu'il me le dise. Ton humour, il me fait pas rire. Ben, donc, dites-vous que dans la classe, vous allez avoir plein de personnes avec un contexte de vie et des référents culturels complètement différents des vôtres. Fait que assurez-vous minimalement que votre humour n'est pas blessant. Parce qu'il y a des régions du monde où l'humour, là, il rentre dedans. Hein? Donc, assurez-vous qu'on soit dans le respect si vous, l'humour, c'est une tangente que vous aimez. OK. On a... Bon, ça, je vais le passer. Je vais vous le dire à la place parce que là, on n'aura pas le temps. J'avais fait comment vous offrez vos rétroactions? Êtes-vous plus dans j'offre mes rétroactions sur le vif ou plus tard? Est-ce que j'offre mes rétroactions en grand groupe ou individuel? Donc, je vais vous le dire, les rétroactions qui ont le plus d'impact sur la motivation, ce sont les rétroactions qui sont le plus rapides de l'événement, les rétroactions qui sont le plus individualisées, donc spécifiques à la personne qui l'a fait, et verbalement. Parce que verbalement, on a plus l'affect. Donc, tout ce qui est affectif, un peu comme l'expliquait Anastasie ce matin, ça imprègne davantage la personne. Donc, pour terminer, comment devenir une superstar de la relation pédagogique? Parce que c'est tout ce qu'on souhaite dans le fond. Ce qu'on veut, c'est motiver nos apprenants. Ce qu'on veut, c'est faire en sorte qu'ils aient le goût de venir dans nos classes, qu'ils aient le goût de rester dans leur programme de formation, puis idéalement de graduer d'une profession qu'on aime tant. Donc, pour être superstar, je vous dirais que moi, j'ai remarqué 3 choses. Puis Martin, qu'on a vu ce matin, c'est un de ceux qui, selon moi, est une superstar de la relation pédagogique. Parce que quand je suis arrivée à l'UQO, j'étais à la collation des grades et il a eu, à la graduation, une ovation debout de la part de tous ses étudiants. Puis là, je me suis dit, je fais quoi, lui? Comment ça se fait que ses étudiants se lèvent debout? Là, je me suis mis à enquêter. Donc, cette partie-là est à la fois très personnelle, très qualitatif, sans certificat éthique, mais aussi appuyée par le quantitatif parce que je suis allée documenter tout ça. Il est passionné, comme nos superstars d'éducation, organisé, donc il ne se laisse pas envahir par la surcharge. Dans les deux. Et il est dans le caring, dont Anastasie nous a parlé, qui est se préoccuper de l'autre, en prendre soin, mais moi j'ajouterais croire en sa réussite et aussi le soutenir dans sa réussite. Donc, pour moi, le caring en éducation, c'est ces 4 choses-là. On se préoccupe de nos apprenants, on en prend soin, on croit en leur réussite et on les soutient là-dedans. Puis, c'est pas évident, là. C'est une mission de vie professionnelle. Et ça, ce que ça va créer chez nos apprenants, c'est ce qu'on appelle en anglais le grit. Et le grit, dans le fond, c'est un amalgame de passion qu'on a réussi à partager et une persévérance qui va être là parce que l'apprenant, il va croire en lui. Il voit que son enseignant croit en lui et il se sent investi de cette même croyance-là et il va être à même de persévérer. Donc, passion et persévérance. Voilà, c'était ma présentation. Je vous remercie. Je pense qu'on n'a pas de temps pour les questions, hein, Rodney? Ben, on peut prendre 5 minutes s'il y en a. On va regarder les gens à distance. OK. Alors, pendant qu'on répond à la question,
Je vais vous ouvrir la dernière petite, parce que ça va être joli. Bon, pendant qu'on répond à une ou deux questions, Ou slogan pour le pédagogue. ou pour le pédagogue, je vous invite à inscrire votre mot favori pour encourager vos personnes apprenantes. Ça va vous inspirer de voir les collègues, qu'est-ce qu'on dit. J'ai hâte de lire mon travail. Wow. Ah, moi aussi, je suis beaucoup dans le wow. Dans le, Le wow. Oui, Quand j'ai quelque chose qui m'interpelle, wow. Ouais, c'est ça. C'est comme un mot favori. On en a plusieurs, là. Tu as fait un bon lien. Impressionnante. Parfait. Bon, ben, c'est excellent. Fait que ça nous donne une idée qu'on est capable d'encourager nos apprenants. Puis, je veux que vous ayez confiance en vous. Je suis certaine que vous allez travailler sur la perception de l'utilité de ce que vous allez enseigner dans vos prochains cours. Et j'espère vous revoir dans un prochain atelier parce que à partir du 1er mai, je vais être au Centre de pédagogie universitaire avec la merveilleuse équipe qui est en place. Et puis, je suis certaine qu'on va vous proposer des ateliers en réponse à vos besoins. Alors, n'hésitez pas à nous solliciter. Bon, merci.